Écoutez, bienvenue à toutes et tous à cette nouvelle session des mardis de l'information. Ouais, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné, je ne serai pas seul à parler, puisque est avec moi aujourd'hui Didier Jacques. Bonjour Didier, rebonjour. Oh, bonjour Fabien, Coupez bonjour son. à Ah voilà. tous. Voilà. Pour un mardi de l'info, une session sur le thème du permis d'environnement et du décret sol. Alors, pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Il se fait que le permis d'environnement reste quand même une législation hyper importante pour vos entreprises, un document qui est essentiel, qui est même maintenant central au niveau de la législation environnementale et en lien avec des thématiques, on va dire, un peu plus précises, un peu particulières, comme le sol, où on en verra d'autres, qui sont vraiment liées maintenant aujourd'hui. On verra que dans le cadre d'une demande de permis d'environnement, la dimension sol va devoir être prise en compte. Alors, Intraco, qui sommes-nous? Un bureau de consultance d'une vingtaine, même 25 personnes du côté de Liège, donc à Barchon pour être plus précis. Un bureau de consultance, donc 25 personnes qui sont réparties sur 3 départements. Un département Corporate Finance, comme son nom l'indique, qui s'occupe des aspects financiers des entreprises, business plan, levée de fonds, mais aussi transmission d'entreprise. Un département Management Consulting qui s'occupe des aspects de management, comme par exemple la réalisation de diagnostics croissance ou 360 degrés qui donne une vue générale sur le fonctionnement de votre entreprise. Donc, quelque chose de très complet qu'ils peuvent faire pour vous, mais aussi le placement de personnes en intérim temporairement. Vous avez un départ dans votre entreprise et c'est un poste important. On peut amener des ressources humaines pour pouvoir pallier à ce manque-là. Et personnellement, je m'occupe du département qualité, sécurité, environnement, énergie. Et que faisons-nous là? On propose différents types de services, comme par exemple l'intégration, l'implémentation de systèmes de management qualité, sécurité, environnement. Et ici, j'ai repris quelques exemples, 9001, 14001, 45001, ce sont les plus connus. 50001 qui est l'énergie, les masses, qui on va dire l'équivalent européen de l'ISO, mais en plus contraignant au niveau environnemental, ainsi que le 13485. J'en parle parce qu'il y a des échéances très importantes pour le secteur médical et le medical device, donc très important. Intégration de systèmes chez vous, mais aussi réalisation des audits internes, accompagnement lors des audits externes, pour parfois un peu tempérer certaines ardeurs ou certaines volontés d'auditeurs externes. Voilà, on connaît les normes, donc on sait ce qu'il y a dedans, ce qui peut être imposé, on va dire, réclamé, et ce qui sort un peu du cadre. Et dans une série de formations sur ces matières-là, que ce soit sur les certifications, donc les normes en tant que telles, ou en matière d'auditeur interne, on peut former vos gens sans problème. En matière de sécurité, là, je dirais que les services sont assez étendus, puisque j'ai cherché tout à l'heure pour en trouver un exemple d'une demande qu'on n'avait pas réussi à accomplir, et puis finalement, je n'en ai pas trouvé. Donc, on peut vous accompagner dans la formation de vos ouvriers en VCA, les analyses de risque, les plans internes d'urgence, tout ce qui tourne à la sécurité. Très franchement, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut voir cela ensemble. Nous réalisons aussi des veilles réglementaires qui sont personnalisées à votre activité, à votre entreprise. Donc, on va personnaliser les choses assez loin et en profondeur, avec une vulgarisation de la législation qui vous concerne, vous, et pas votre voisin. On met ça en place et on vous propose une plateforme de veille légale digitalisée, à partir de laquelle vous avez une vue assez facile sur votre réglementation, celle qui vous concerne. Vous pouvez réaliser des audits internes, mais le programme permet aussi de réaliser des plans d'action automatiques en fonction des résultats d'audit, et alors des statistiques pour un reporting facile à votre direction qui se fait aussi de manière automatique. Donc là, le mot d'ordre, c'était facilité d'utilisation pour vous faire gagner du temps. C'est sur cette base-là que la plateforme a été développée. Et ça en matière de sécurité, d'environnement pour la Belgique, le Luxembourg et la France. Et je terminerai par un dernier point qui est l'accompagnement pour tout ce qui est obligations administratives, type Céveso, directive sur les émissions industrielles, rapport de base dans le cadre de l'IPPC, le plan interne de surveillance des obligations environnementales, Régine, le contrat d'assainissement industriel. Et alors sur un thème évidemment que l'on va aborder aujourd'hui, qui est la question des permis d'environnement. Une question assez importante. Comme vous l'aurez compris,
cette présentation va être divisée en deux parties, bien qu'elles se rejoignent et que les liens soient forts entre la procédure de permis et la législation en matière de décret-sol. Il y aura une partie que je vais vous présenter, la législation en matière de permis. Je vais essayer de ne pas être trop long et une partie qui sera présentée par Didier Jacques. Voilà, donc en matière de permis d'environnement, il y a quand même des textes de base très importants qui est le décret 99, en matière de permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution, l'arrêté procédure qui décrit les différentes procédures d'octroi d'un permis, mais aussi de dépôt d'un permis, l'arrêté liste qui là va regrouper et va reprendre toutes les installations, activités et dépôts qui sont concernés par une demande de permis. On va appeler ça ces équipements, mais des activités classées en fait. Tout ça est repris dans cet arrêté, un arrêté très important. Un troisième arrêté d'exécution qui sont les conditions générales d'exploitation pour toute entreprise située en région wallonne. Elles sont communes à toutes les entreprises. S'ajoute à ça des arrêtés du gouvernement wallon qui reprennent les conditions sectorielles et intégrales. Donc, ce sont des conditions d'exploiter, mais qui sont relatives, pas à toutes les entreprises ici, mais à des secteurs d'activité ou à des activités en particulier, des dépôts par exemple. Voilà. Où il y a des conditions sectorielles et intégrales en matière d'installation de combustion. Donc, toute entreprise qui a ce type d'installation sont concernées par ces conditions sectorielles et intégrales. S'ajoute à ça, évidemment, différents textes modificatifs. Et là, l'intérêt, et ce que je voulais dans cette présentation, c'est faire un peu le point justement sur l'évolution de la législation environnementale sur, on va dire, grosso modo, les 2 dernières années. Qu'est-ce qui nous est sorti comme texte? Qu'est-ce que cela a modifié en termes de procédure, en termes d'arrêté liste. Enfin, on va voir ça ensemble. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions en cours de présentation. Les objectifs principaux de cette législation, en particulier du décret sol, étaient une volonté de simplification et d'harmonisation. Parce qu'avant, qu'est-ce que l'on avait? Avant 2002, avant l'entrée en application, on avait des conditions donc d'un permis d'exploiter, on avait un permis de rejet d'eau, on avait un permis lié au captage, et puis en fin de compte, avec des échéances différentes, on pouvait être autorisé pour une partie de son activité et pas pour une autre. Ce qui a été fait, c'est un travail d'harmonisation et aussi de simplification pour l'octroi, la procédure de demande de permis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notamment, on a une procédure qui est bien définie avec ce qu'on appelle les délais de rigueur de l'administration. Donc, on sait aujourd'hui, quand on rentre en dossier, quand on aura un avis de l'administration, positif ou négatif, mais au moins, on aura une réponse. Il y a encore des entreprises qui ont rentré des demandes de permis d'exploiter en 1990, qui n'ont toujours pas de réponse. Parce que voilà, il n'y avait aucun délai qui était défini. Donc là, ça a été vraiment cadré, ce qui oblige maintenant l'administration à donner des réponses, remettre des avis dans des temps bien définis. Une transposition de plusieurs directives européennes. Donc, on sait bien qu'il y a une législation environnementale européenne qui nous est imposée, qui doit être transposée en droit interne. C'est le cas ici pour la directive IED par rapport aux émissions industrielles, mais aussi pour la directive relative à l'évaluation des incidences environnementales, mais aussi pour la directive Seveso. D'accord? J'ai ajouté à ça, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, une volonté d'intégration. De qui? De nos instances, en fait, qui souhaiteraient finalement harmoniser les législations en matière d'environnement. Qu'on n'ait pas une législation relative au permis autour de laquelle gravitent des législations en matière de sol, d'énergie, d'air, etc. Ils veulent vraiment avoir une politique réglementaire tournée et centrée autour de la législation relative au permis d'environnement et des procédures. Le cas du décret sol que je reprends ici est un excellent cas, puisque dans le cadre d'une demande de permis, la dimension sol va devoir être prise en compte. Il va falloir se poser quelques questions qui vont donner lieu éventuellement à des études, type études d'orientation que va décrire Didier juste après. Et j'ai repris aussi le plan air, climat, énergie, à l'horizon notamment 2030, qui a une volonté d'intégrer les aspects énergétiques, air et énergie, justement autour de nouveau de cette permis d'environnement. Donc, 2 bons exemples qui montrent qu'il y a cette volonté d'intégration de toute la législation autour de cette procédure de demande de permis d'environnement
Voilà. Alors, simplement un bref rappel, parce que je ne sais pas si tout le monde autour, je ne vais pas dire autour de la table, malheureusement, mais derrière son écran a toutes les notions, ouais, je vais dire élémentaires de base pour pouvoir comprendre peut-être la suite, à savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un arrêté liste qui reprend les activités qui sont classées. Alors, ce classement, il dépend de quoi? Du type d'activité, évidemment, hein, du type d'équipement, du type de dépôt. Un dépôt de papier carton n'est pas le même qu'un dépôt de mitraille ou un dépôt de batterie. Voilà, on se rend bien compte que l'impact est différent. De la situation au plan de secteur, une activité située en zone d'activité économique et la même activité située en zone à caractère rural, évidemment, a des impacts environnementaux différents. Et donc, on devra en tenir compte dans le cadre de… Enfin, c'est pris en compte dans le cadre de cet arrêté liste. Et enfin, les seuils en termes de capacité et de puissance installée. Une chaudière de 20 kW ne représente pas le même impact qu'une chaudière de 50 MW. Voilà, capacité, puissance installée, etc. est prise en compte pour faire quoi? Pour faire un classement. Le classement, il est représenté ici. Donc, vos activités, vos équipements, vos dépôts sont soit non classés, soit classés 3, ça veut dire qu'ils ont un faible impact sur l'environnement. Classé 2, un impact modéré. Classé 1, un impact plus important. Évidemment, lié à ça, des procédures qui sont complètement différentes. À savoir que l'activité de votre entreprise va dépendre de l'impact le plus important, d'accord, d'une de ces activités-là. Imaginons que vous ayez 2 activités de classe 3, une activité de classe 2, une activité de classe 1. Vous êtes une entreprise de classe 1 et vous devez vous coller à la procédure liée aux entreprises de classe 1, à savoir une demande de permis, plus, dans ce cas du classe 1, une étude d'incidence sur l'environnement. Une demande de permis de classe 2 dans le cas d'une activité de classe 2, en cas d'une activité de classe 3 uniquement, une déclaration qui est évidemment une procédure beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ça va pour ça, pas de question au niveau de ce classement des activités. Retenez 3 classes. La plus importante, classe 1, le plus d'impact, la procédure la plus longue. Alors, quand introduire une nouvelle demande de permis, une extension, à 2 conditions. C'est qu'évidemment, vous avez des activités ou des équipements qui soient classés dans l'arrêté liste. Si vous n'avez aucune activité classée, pas besoin de vous tracasser. Mais généralement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes concerné. Alors, il faut en plus avoir une autre condition rentre en jeu, à savoir par exemple l'absence totale de permis. Là, il y a un petit souci, c'est que vous êtes aussi face à une infraction de 2e catégorie qui est dans les plus sévères en matière environnementale et donc avec les peines potentiellement les plus importantes. Ou alors, dans le cadre d'un permis partiel, c'est plus souvent le cas. Vous avez un permis, mais qui ne couvre peut-être pas toutes vos activités, toutes vos installations. Donc là, bien vérifier que toutes les activités et installations soient comprises dans le champ de votre permis, soient couvertes. D'un point de vue légal ou d'un point de vue assurance, c'est quand même relativement important, même très important. Imaginons un accident sur une installation non couverte par un permis, on comprend tout de suite qu'on peut avoir un petit souci. Demande d'aide à l'investissement est conditionnée par le respect des obligations environnementales en la matière. Vous aurez le DPC, qui est le département police et contrôle, qui va venir chez vous voir si le premier document qu'il va vérifier, c'est votre permis. D'accord? Vous n'êtes pas en ordre de permis, vous pouvez toujours vous brosser pour votre demande d'aide à l'investissement. Elle s'est conditionnée au respect des obligations environnementales. Mettez-vous d'abord en ordre et puis on verra pour votre demande d'aide. Mais ce qui peut clairement décaler les choses, ce qui peut être problématique dans le cas d'une entreprise. Échéance du permis existant qui vient à terme. Et là aussi, il est temps de se mettre en ordre. Attention qu'une demande de permis prend du temps. On compte 140 jours pour une classe 2, 170 pour une classe 1. Ça, rien que pour la procédure de remise d'avis de l'administration. Je ne parle même pas de la constitution du dossier qui, en fonction de la facilité de fournir les informations, peut prendre quelques mois, voire même parfois quelques années. D'accord? Donc, si vous avez un permis qui vient à terme dans 2 ans, classe 2, classe 1, il est réellement temps de commencer à se poser la question et de faire les démarches. Reprise d'activité après un arrêt de 2 ans va faire en sorte que votre permis ne sera plus valable si l'activité n'a plus fonctionné pendant 2 ans. Ou alors, et ça c'est le cas qu'on va un peu approfondir ici, c'est dans le cas d'une activité qui n'était pas classée avant et qui l'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que simplement la législation a changé et qu'il y a eu un texte modificatif qui fait que
telle activité avant n'était pas reprise et aujourd'hui, elle l'est. Donc, vous êtes obligé de vous mettre en ordre par rapport à votre permis d'environnement. Alors, il y a plusieurs formes possibles, soit une demande d'extension de permis, soit un registre de modification. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais ça, vous pouvez me poser vos questions en fonction de votre situation et je pourrai vous aider par rapport à ça sans souci. À savoir que tenir un registre de modification est une obligation aussi et vous devez l'envoyer annuellement aux administrations. Ça va? Pas de réaction? Didier est toujours là? Écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Modification de l'arrêté liste. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris 3 textes quand même très importants. 2018, qui concerne les conditions justement sectorielles intégrales liées aux installations de combustion, mais qui a aussi modifié les rubriques de l'arrêté liste. Un arrêté du gouvernement wallon qui modifie, lui, différentes rubriques. Et enfin, un arrêté du gouvernement wallon qui parle de traçabilité des terres et qui sera développé par Didier juste après. Je n'ai pris ces 3-là, mais sachez qu'il y en a d'autres, évidemment. Pour parler de ces 3-là, le premier qui est l'arrêté du 30 août 2018, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un remplacement de rubrique par rapport aux installations de combustion. Donc, celles qui sont barrées n'existent plus, ont été remplacées par les 40.5 et 40.6. Dans un objectif avoué de l'administration de simplification, parce que simplement, dans certains cas, il était difficile d'aller mettre une chaudière dans telle ou telle rubrique. Voilà, ils ont essayé de simplifier. Aujourd'hui, une installation de combustion conventionnelle de puissance standard, une chaudière, un moteur, une turbine, va généralement être classée en fonction de sa puissance dans l'une de ces 2 catégories, donc 40-60-01 ou 40-50-01-01, qui sont des classes 3 ou des classes 2, évidemment. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a des exceptions, ce serait trop chouette, trop simple. Il y a des exceptions. Je ne peux pas vous décrire toutes les exceptions parce que c'est assez complexe. Et là, je vous ai simplement repris un document publié par la WAC qui reprend simplement un logigramme qui doit vous permettre de pouvoir identifier quel est le numéro de rubrique correspondant à l'installation de combustion que vous avez. Voilà, la première fois, un petit peu compliqué. Voilà, et je ne parle même pas du deuxième que vous avez sur l'écran, qui est encore un peu plus complexe. Donc, la première fois, c'est un peu chaud quand même pour s'y retrouver, mais j'apprécie l'effort pour essayer de clarifier les choses et de nous faire un logigramme qui permet de déterminer ces numéros de rubrique. Voilà, la WAC est toujours bien sûr à disposition pour aider si vous souhaitez. Alors, nouvelles rubriques aussi qui sont apparues pour la production et la reconduction de nanomatériaux. Évidemment, nouveaux matériaux, on ne sait pas dans quelle catégorie les classer. La législation avance pour justement leur trouver une rubrique qui les concerne. On parle de 5 tonnes par an, 3 tonnes par an en fonction de l'utilisation de la production. Ce texte aussi modifie différentes rubriques dans le secteur agricole, pour tout ce qui est détention d'animaux et stockage en silo, mais aussi par rapport au secteur chimique pour la production de sels dangereux. Va modifier la rubrique 45.12.01 par rapport au stockage de déchets nucléaires. Donc c'est par rapport aux équipements de forage et des équipements de fonctionnement de ces 2 types d'activités-là, donc stockage de déchets nucléaires, qui n'est évidemment pas le même que dans le cas d'une sonde géothermique. Donc, ils ont bien différencié les deux. On comprend l'idée. Les impacts sont complètement différents. Alors, un point sur lequel je veux approfondir un peu, m'appesantir un peu, c'est la question des produits dangereux. Et là, c'est un travail très important qui a été fait parce qu'avant, on avait une classification au sens du permis pour tout ce qui était produits dangereux qui n'était pas le même que le classement lié à la réglementation CLP. Et donc là, on avait 2 types de listings dans les entreprises, un pour le permis d'environnement et un différent pour la réglementation CLP sécurité, alors que les produits étaient identiques. Donc, il était logique que l'administration harmonise les choses. Ils ont travaillé là-dessus et c'est très bien. Et qu'ont-ils fait? Ils ont adapté les libellés de certaines rubriques qui étaient déjà existantes sans changer les seuils. D'accord? On va retrouver donc pour certains produits des rubriques équivalentes avec des seuils inchangés. Simplement, la nomenclature a un peu été modifiée. Ou alors,
Ils ont créé une nouvelle rubrique pour justement des catégories de la réglementation CLP qui n'étaient pas représentées. Et là, vous avez un exemple sur la droite pour représenter les catégories que vous connaissez très bien en matière de sécurité de CLP. J'ai repris les installations et plutôt les dépôts qui sont impactés, à savoir les solides inflammables, les explosifs, les artifices, très important, on pense à Beyrouth là, il y a quelques mois, les gaz sous pression, vous avez plusieurs rubriques, avec aussi un changement, c'est qu'au niveau de l'air comprimé, qui passait en classe 2 au-dessus de 500 litres, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ce classement est d'office classe 3 à partir de 150 litres. Il n'y a plus de classe 2. Donc, vous ne pouvez pas être classé classe 2 parce que vous avez simplement un stockage de 500 litres d'air comprimé. Donc, ça, c'est très bien. Les gaz en récipient mobile, les réservoirs mobiles de gaz inflammables, les aérosols inflammables, qui est une nouvelle catégorie aussi. Et là, on se rend compte que quand on fait l'exercice, on découvre des choses en entreprise. Les dépôts de liquides inflammables en catégorie 1, 2 ou 3. Les liquides difficilement combustibles qui sont repris, les dépôts mixtes de liquides inflammables. Donc, il y a 2 exercices à faire. Si vous avez un mélange, c'est de les évaluer individuellement, mais aussi les évaluer ensemble. Donc là, vous pourriez être concerné par 2 types de rubriques. Les dépôts de substances et mélanges solides, liquides, gazeux, tout ce qui est autoréactif, autochauffant, peroxyde, liquide pyrophérique, et alors les nitrates d'ammonium qui ont chacun leur numéro de rubrique. Il y en a encore, il y a 15 slides comme ça, tenez bon. Non, c'est le dernier, je vous rassure. Les substances et les mélanges qui, quand ils rencontrent de l'eau, peuvent réagir de manière violente ou émettre un gaz toxique. Il y a une rubrique 63.12.22 par rapport à ça. Ou les substances dangereuses qui sont reprises dans un accord de coopération, donc à vérifier. Vous avez le nom de l'accord, donc pas de souci, vous le retrouvez facilement. 63.12, et également, tout ce qui concerne, ce n'est pas un dépôt dans ce cas-ci, bien que ce soit dans les 163, c'est la destruction par combustion sur site de déchets explosifs. D'accord ? Alors, ça, c'était les modifications au niveau de l'arrêté liste. C'est très important pour vous, si vous vous y retrouvez dans une de ces catégories, d'aller vérifier qu'il n'y a pas un changement notable par rapport à votre situation et du coup, une régularisation à faire au niveau de votre permis d'environnement. D'accord ? Alors, ce ne sont pas les seuls changements. Je vous ai parlé de l'arrêté liste. Il y a aussi le cas du formulaire de demande qui a réellement évolué et été modifié l'année dernière, où on peut dire aujourd'hui qu'il est plus complet et complexe également. On est passé de plus ou moins, j'ai mis un chiffre 27, mais c'était peut-être 25, 26 pages à 47, avec des études plus approfondies au niveau du milieu, donc la situation au plan d'assainissement, à la BDES, le risque d'érosion, proximité d'un site Seveso, tout ça doit être décrit. Il faut aujourd'hui préciser le statut des parcelles, installation de dépôt, par rapport au précédent permis. Est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est ancien? Et ça paraît un peu bête, mais ce n'est pas toujours évident d'aller remettre une information derrière dans cette colonne-là. Une description, un schéma des procédés, les flux de matière qui vont devoir être précisés, les effets sonores qui vont devoir être détaillés, les effets sur l'eau. Donc, il faut toujours un plan de rejet, mais à ce plan est rajouté, là vous avez un exemple sur la droite, un schéma où on va déterminer et identifier non plus uniquement les rejets au niveau des points de rejet, mais aussi les types de déversement. Donc, d'où viennent ces rejets d'eau, de quel bâtiment et quel est le type de déversement. D'accord ? On va parler de circulation des véhicules, donc développer vraiment l'aspect charroi, les effets générés par les vibrations, mais aussi les mesures palliatives et protectrices qui seront à décrire dans ce nouveau formulaire général de demande de permis. Donc, on voit que ça s'est quand même un petit peu complexifié au niveau du formulaire. Ce n'est pas tout. Se sont rajoutés aussi différentes annexes, à savoir un formulaire, par exemple, sur les risques industriels non Seveso. Il n'y a plus seulement que les activités Seveso qui sont concernées par des rapports annexes, voilà, des documents annexes, mais aussi dans le cadre des installations non Seveso. Maintenant, concernées par certaines rubriques, à voir la description exacte. Le formulaire relatif aux installations de combustion, donc qui fait aussi
suite à l'arrêté qu'on a vu tout à l'heure, qui précise qu'il y a une nouvelle annexe qui doit être remplie, et également un extrait conforme à la banque de données des sols qui doit être rentré. 3 petits points. Ça veut bien dire que des annexes, il y en a bien d'autres. Alors, un point aussi qui est un point d'attention ou des points d'attention que j'ai voulu faire sur base de notre expertise de terrain depuis cette année, ces 2 dernières années, ces différentes évolutions qu'a-t-on observé en termes de remplage ou autre. On va les parcourir ensemble. On peut remarquer qu'au niveau de la situation et de l'analyse du dossier, c'est toujours soumis à interprétation de l'agent traitant, hein. Et donc, là, ce que je veux dire, c'est que si vous avez une personne ou une autre, votre dossier pourrait passer de l'état complet recevable à un état irrecevable ou incomplet pour telle ou telle raison. Donc là, il y a toujours, ils vont interpréter. Donc, le contact avec l'agent traitant est quand même très, très important. Exemple, quelles sont les installations et les équipements à prendre en considération dans la demande, à savoir que dans le formulaire, vous trouverez une ligne qui vous dit vous devez tout mettre en termes d'installation et d'équipement. Maintenant, les informations qui nous viennent, ce sont les équipements et les installations qui ont quand même un… Renseignez-vous quand même auprès de votre fonctionnaire ou voyez chez nous si vous avez des questions en la matière. Demande de l'avis à l'intercommunal, par exemple, pour un cas de déversement d'eau usée domestique, normalement nécessaire, et pourtant, certains agents traitants souhaitent avoir cet avis de l'intercommunal. Voilà, pas prévu dans la procédure, pas prévu dans la législation, mais voilà, c'est lui qui décide. Applicabilité de la rubrique 50.20.03 qui a trait au car wash. Attention, on constate quand même que les de plus en plus demandés à partir du moment où vous avez un système de lavage de véhicules, même si vous n'avez qu'un véhicule, avec voilà, un système de jet d'eau. Très rapidement, on tombe dans cette rubrique 50.20.02 qui est une classe 2, donc c'est une rubrique importante. Liste exhaustive des produits dangereux. Ça, c'est un point important en lien avec l'arrêté que nous avons vu tout à l'heure. On a bien remarqué que les numéros de rubrique avaient changé pour les produits. Maintenant, on demande aussi d'avoir une liste exhaustive des produits dangereux détenus dans l'entreprise avec les fiches de données de sécurité. D'accord ? Et ça peut représenter un travail conséquent pour l'entreprise, vous l'imaginez bien. Et c'est souvent une source de recherche, une source de chronophage, hein, où on y passe beaucoup de temps. Et donc, du coup, je reviens sur ma remarque tout à l'heure, prenez-y-vous longtemps, suffisamment tôt pour pouvoir rassembler justement ce type d'informations. Attention aux unités. Là, certaines unités sont à mettre en kilos, certaines en litres. Et donc là, il faut se référer aux rubriques pour être certain d'avoir la bonne unité souhaitée par le fonctionnaire. Et aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier de Covid-19, donc je devais quand même l'en parler parce que ça a des conséquences en termes d'enquête publique qui peuvent être temporairement postposées. On a eu le cas ici début 2020, où là, les enquêtes publiques ne pouvaient plus se faire, et donc là, les agents traitants ne pouvaient plus avancer dans le dossier. Mais si vous avez une demande au niveau urbanistique et au niveau environnemental, en région germanophone, la dimension urbanistique région germanophone est aujourd'hui prise en charge par la communauté germanophone, qui n'a peut-être pas la même politique en matière de confinement. Et bien là, on se retrouve avec un couac, puisque une partie de dossier pourrait avancer et l'autre pas. Et donc là, on est dans un cas d'incomplétude automatique de permis. Donc voilà, ça a quand même des conséquences, la situation un peu problématique que nous vivons aujourd'hui. Ok, eh bien j'en arrive finalement à la dernière partie qui est l'intégration des législations. Et là, j'ai repris celle en matière de sol qui nous concerne aujourd'hui et de permis d'environnement avec 2 textes, le décret sol et alors l'arrêté du gouvernement wallon par rapport à la traçabilité des terres. Pour vous en parler, eh bien, il n'y a pas mieux qu'un expert et pas le moindre aujourd'hui, puisqu'on a Didier Jacques qui est quand même quelqu'un avec qui on aime bien travailler parce qu'on sait que son travail est très sérieux. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat de plus en plus ensemble, hein, Didier. Voilà, donc avant de lui passer la parole peut-être et de passer sur la partie sol, je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous que vous
souhaiteriez me poser en matière de permis d'environnement? Alors, est-ce qu'il y a un chat? Ici, je regarde sur mon écran. Je vais peut-être déjà arrêter le partage. Voilà, pour voir s'il y a des questions au niveau du chat. Il y a des réactions. Non, il n'y a pas de questions à l'heure actuelle. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais passer la parole à Didier à ce moment-là. Didier. Entendu. Merci Fabien. Ils sont chauds, c'est à ton tour. Allez, c'est bien. Vous voyez bien mon écran? Tout le monde répond ouais. C'est parfait. OK. Merci beaucoup. Ouais. Je vais essayer de vous parler donc de l'articulation entre le permis d'environnement et le décret sol, parce que, bon, comme vous allez le voir, c'est intimement lié. Comment? Voilà. Vous parlez en 2 mots d'Universoil. Universoil, c'est une société que j'ai créée avec mon associé il y a maintenant 17 ans, en 2003. On a commencé à 2. On compte aujourd'hui 45 personnes, 3 équipes de chantier full équipées pour du forage manuel ou pour du forage d'ailleurs mécanique, puisqu'on a 2 machines de forage. On a des bureaux en région wallonne à Liège et à Charleroi. On a aussi des bureaux à Bruxelles, à Gand et Courtrai, ce qui veut dire qu'on est habitué à passer d'une législation à l'autre et à voir comment une législation évolue par rapport à une autre, ce qui nous permet aussi de faire parfois des choix d'évacuation de terre, et ça on le verra plus loin, d'une région vers une autre, parce que ce choix peut s'avérer plus avantageux au niveau des coûts. Voilà, on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de références, et surtout on fait attention à avoir une approche qui reste pragmatique malgré le canevas dans lequel on doit travailler évidemment. Les canevas nous sont imposés par les 2 législations dont Fabien a parlé juste avant. Alors, je vais commencer par une situation où, en tant que porteur de projet, j'ai besoin d'un permis, d'urbanisme ou un permis d'environnement. Donc, je vais d'abord me poser une question sur la reprise ou non du terrain à la banque de données de l'état des sols, la fameuse BDES. Est-ce que mon terrain se retrouve en couleur pêche à la BDES? Alors, comment puis-je le savoir? Eh bien, je vais aller consulter le site de la région wallonne, qui est repris ici sur le slide, et je vais voir les différentes parcelles qui composent mon site. J'ai repris ici un site Industrie-la-Marchienne. Voilà, on voit que le site d'Industrie-la-Marchienne est tout orange et tout couleur pêche, alors que d'autres parcelles, non loin de là, sont plutôt en lavande et d'autres sont simplement en gris ou en blanc. Alors, on va s'intéresser à la reprise en couleur pêche. Qu'est-ce que ça veut dire, une reprise en couleur pêche? Ça veut dire qu'on a des informations sur le terrain, on a des informations sur la parcelle. Ça ne veut pas forcément dire que la parcelle est polluée. Pas parce qu'une parcelle est en couleur pêche ou en couleur lavande que la parcelle est polluée. Non, on a des informations. Et donc, on doit avoir une attention particulière sur ces informations dans le cadre de la demande de permis. Donc, les informations qui sont détenues par l'administration et qui induisent la reprise en couleur pêche sont les permis et les autorisations qui auraient pu être délivrés pour des activités à risque, d'éventuels PV d'infraction établis par le DPC, des terrains dont on sait qu'ils ont été pollués. Par exemple, ils ont été dépollués, donc il y a un plan de remédiation, un plan de réhabilitation qui a été établi, mais il reste une pollution résiduelle. Des terrains pour lesquels des CCS c'est quoi? Ce sont des certificats de contrôle du sol qui ont été délivrés, ou alors aussi des rapports de qualité de terre. Il faut savoir, ça je vais revenir dessus. Bref, toutes les études décrétales, donc établies dans le cadre du décret du gouvernement wallon de 2018, font en sorte que ces informations versent la parcelle en couleur pêche. Alors, comment savoir qu'on a ah oui, juste peut-être encore une chose. Il y a à peu près 2% ou 3% peut-être maintenant du territoire wallon qui est repris en couleur pêche.
Ça veut dire que cette base de données de l'état des sols a été établie sur base d'autres bases de données, mais que toutes les bases de données n'ont pas été implémentées directement dans la base de données de l'état des sols, tout simplement par manque de budget. D'accord ? Alors, juste un petit aparté aussi, à Bruxelles et en Flandre, il existe aussi un inventaire d'état du sol. Et à Bruxelles, on parle aussi de catégories, appartenance de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 0. Mais l'appartenance à une catégorie donne une indication sur la connaissance de l'état de pollution, alors que ce n'est pas le cas en région wallonne. Juste pour faire un petit aparté. Alors, comment savoir si une activité à risque a été menée sur votre site? Eh bien, pour cela, vous allez sur le site de la DPA et vous allez, par exemple, choisir la rubrique qui est reprise dans votre permis d'environnement pour savoir si elle est considérée à risque ou pas pour le sol. Et donc là, j'ai pris deux petits exemples. Le premier exemple, c'est la rubrique 17 10 001, enfin 0101, pardon. Et là, on constate que c'est une rubrique qui a trait à la préparation de fibres textiles naturelles, type cotonnier et ainsi de suite, lorsque la quantité de produits préparés est supérieure à 0,01 tonnes par jour et inférieure ou égale à 0,1 tonne par jour. Ça veut dire qu'il y a une faible production. Et compte tenu de cette faible production, la région wallonne a considéré que cette rubrique n'était pas à risque pour le sol, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche. Par contre, si je prends une rubrique pour le même type d'activité, mais avec un tonnage bien supérieur, puisque là, on parle de préparation de fibres textiles naturelles, supérieure à 10 tonnes par jour, donc on a une grande production, et là, on s'attend à avoir des risques pour le sol. Voilà. Vous voyez ça sur le côté à gauche. Donc, dans un cas comme celui-ci, vous savez bien qu'il y a une activité à risque qui est menée sur le terrain et que dès lors, une étude d'orientation devrait être réalisée dans le cadre de la demande de permis, parce que c'est un fait générateur. Je reviens dessus. Le bleu lavande, une parcelle reprise en bleu lavande, correspond à une parcelle où il n'y a pas d'obligation à proprement parler de faire une étude d'orientation dans le cadre d'une demande de permis. Ça ne veut pas dire que la parcelle n'est pas polluée, ça ne veut pas dire non plus qu'elle est polluée, mais en tout cas, les informations qui sont disponibles ne sont pas suffisantes que pour obliger l'auteur ou le porteur de projet à réaliser une étude d'orientation. Alors, j'ai pris un petit exemple. Ce sont généralement des informations autres que celles qui proviennent de la DGO3. Ce sont parfois des indications ou des informations qui proviennent du CHST, le Centre historique des sciences et des techniques, qui est situé d'ailleurs à Liège. Ce sont des informations qui sont données par les communes, mais qui n'ont pas encore été véritablement vérifiées par le SPOE. Alors, à titre d'exemple, et ça c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les cas qu'on a à traiter, les anciens permis, comme les permis qui ont été délivrés pour des stations-service, n'ont pas été inventoriés. Et donc, alors qu'une station-service a bel et bien été exploitée sur le terrain, on le sait, eh bien, ce terrain ne se retrouve pas dans la banque de données d'état des sols en catégorie pêche, ou même parfois en catégorie lavande. J'ai un cas comme ça pour le moment du côté de Namur pour le moment. Il y a 4 citernes enterrées, on le sait, le client le sait. C'est une ancienne station-service qui a été exploitée par sa grand-mère, mais à la banque de données de l'état des sols, la parcelle est restée en blanc. Toutefois, il faut savoir que la reprise en catégorie lavande rend le terrain suspect dans le cadre de l'arrêté gestion et traçabilité des terres, le fameux arrêté du 5 juillet 2018 dont je parlerai tout à l'heure. Alors, les éléments générateurs d'une étude d'orientation, ici, dans le cadre d'une demande de permis, comme je l'inscris sur le slide, dès lors que votre terrain est en catégorie pêche, en couleur pêche, et que vous introduisez une demande de permis d'urbanisme, de permis intégré, de permis unique, de permis d'environnement, eh bien, vous allez être tenu de réaliser une étude d'orientation. Et si ces demandes de permis
nécessite des modifications de relief, un défrichage, une construction ou une reconstruction, ou bien si on modifie l'usage du terrain vers un usage plus contraignant, comme par exemple passer d'une friche industrielle vers une zone d'habitat, eh bien là, vous devrez effectivement procéder à une étude d'orientation. Cette étude d'orientation devra être transmise de manière concomitante avec la demande de permis. Pour autant, naturellement, que cette étude d'orientation précise qu'il n'y a pas de pollution sur le site. Parce que s'il y a une pollution sur le site, eh bien, la procédure va être poursuivie par une étude de caractérisation et, le cas échéant, par un plan d'assainissement. Je vais revenir tout de suite dessus. Important aussi à remarquer, c'est qu'une étude d'orientation est à charge de l'exploitant d'une activité à risque qui cesse son activité au terme de son permis d'exploiter ou en cas de retrait de son permis ou en cas de faillite ou en cas d'interdiction d'exploiter. Mais il n'est pas indiqué qu'il y a une obligation de réaliser une étude d'orientation au démarrage de l'activité à risque. Et ça, c'est dangereux parce que vous pourriez démarrer une activité à risque sur un terrain pollué et puis dans 10 ans, quand vous arrêtez l'activité à risque, faire une analyse, puisqu'elle sera obligatoire à ce moment-là, et tomber sur une pollution. Allez prouver que cette pollution n'est pas due à votre exploitation. Ce n'est pas toujours évident, donc vous avez, je pense, toujours intérêt à faire quelques sondages pour faire une espèce d'état des lieux au temps zéro, au moment où vous démarrez l'activité, pour prouver qu'il y a ou pas une pollution sur le site. Je ne vais pas passer sur les autres éléments générateurs. Ils sont indiqués sur les slides. Ce sera consultable aussi par la suite. Les cessions de biens immeubles et permis d'environnement, eh bien, sachez juste une chose, retenez juste une chose, c'est que vous n'avez pas d'obligation de réaliser une étude d'orientation en cas de vente d'un terrain. Vous devez simplement faire une déclaration à l'acheteur du terrain que vous avez ou pas connaissance d'une pollution sur votre sol. L'acheteur du terrain doit dire qu'il a bien compris l'état de la situation du terrain qu'il achetait, et vous devez joindre également un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols pour que la vente puisse être effectuée sous seing privé ou chez le notaire. Donc je pense qu'il est toujours aussi très important pour un acheteur de préciser le type d'activité qu'il veut véritablement développer sur ce site et de surtout bien rédiger les clauses pour ne pas avoir à reprendre un passif environnemental trop lourd par la suite. Alors, les dispenses. J'ai toujours envie de dire la meilleure étude de sol, c'est celle qu'on ne doit pas faire. Donc, quelles sont les dispenses qui sont existantes et qui sont reprises dans le DGAS, dans le décret sol? Vous n'êtes pas tenu de faire une étude d'orientation quand vous demandez un permis pour le placement d'un prêt-de-tran. Vous n'êtes pas non plus tenu de demander une étude d'orientation, de faire une étude d'orientation pour un permis voirie, ni pour un permis temporaire de moins d'un an. Il y a aussi des cas de non-applicabilité du décret quand la zone qui est la zone de la demande du permis permet de… Enfin, pardon. Quand dans la zone pour laquelle vous allez demander un permis, vous pouvez montrer qu'il n'y a pas eu d'activité à risque et qu'il n'y a pas non plus de remblais qui ont servi à modifier le relief du sol. Par remblai, c'est vraiment une modification importante du relief du sol qu'on entend et pas simplement un petit remblai comme une sous-fondation, des bricaillons, des gravats qui ont servi à assurer la fondation d'une future dalle de sol, par exemple. Sachez aussi que dans le cadre de votre demande de permis, il y a un formulaire à l'annexe 8 de la demande de permis qui doit être rempli. Et c'est grâce à ce formulaire de l'annexe 8 que vous pouvez demander cette dispense de réaliser l'étude d'orientation. Sachez aussi que c'est donc le fonctionnaire délégué qui va instruire votre permis, quand c'est un permis d'urbanisme, que c'est lui qui va donc lire ce qui est marqué dans l'annexe 8 de la demande de permis, et donc ce n'est pas le fonctionnaire technique et donc la DAS qui va finalement remettre un avis. Donc il n'y a pas véritablement de délai strict de réponse
à ce formulaire de l'annexe 8 et cette demande de non-applicabilité du décret, puisque ça ne passe pas par la DAS. Alors, je vais vous donner un petit exemple d'un dossier qu'on a traité dans le cadre d'une demande de permis pour l'extension d'un magasin de bricolage. On avait ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, mais il y a un encadré orange qui représente une démolition-reconstruction d'un bricot. Et il se fait que cette grande parcelle en liseré rouge était reprise à la Banque de données de l'État des sols, tout simplement parce qu'il y a une petite pollution au niveau d'une citerne à mazout, d'une citerne d'huile de vidange qui est utilisée par un Auto 5. On est sur un retail park, on a un Auto 5, on a un Pizza Hut, et un Quick, ainsi de suite, et un bricot. Et donc, l'ensemble de la parcelle cadastrale a été versé en catégorie pêche à la Banque de données de l'État des sols à cause d'une petite étude et d'une pollution connue au niveau du Auto 5. Maintenant, on a pu montrer qu'on ne devait pas faire une étude d'orientation sur la zone de l'extension à construire parce que la zone polluée se trouve à 135 mètres de distance et que donc les travaux qui seront réalisés au niveau de cette extension n'impacteront pas la gestion de la pollution qui se trouve au niveau du Auto 5, du magasin Auto 5, et qu'il n'y a pas non plus de remblai dans la zone de la reconstruction. Et là, on travaille bien sur une partie de parcelle. Et donc, en travaillant sur une partie de parcelle, on a pu demander la dispense au travers de l'annexe 8. Didier, j'ai Oui. une petite question ici de Madame Piedboeuf qui demande l'état du sol au démarrage d'une activité doit-il être communiqué à la DAS ou au SPW? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il n'y a pas d'obligation. On le garde comme preuve dans nos documents, nos dossiers, sous la main, en cas que, dans 20 ans. Voilà. OK. Voilà. Merci. À partir du moment où nous avons fait une étude, nous sommes experts sol, agréés, et donc ces documents sont d'une certaine manière opposables. OK. Ça va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, je n'avais pas vu le… Je n'avais pas vu, je vais remettre le… Oui, voilà. Donc, la dérogation, vous avez un autre moyen. Il y a des dispenses, mais il y a aussi des dérogations. Une dérogation, les dérogations sont reprises à l'article 29 du décret. Si en effet, par exemple, vous vous êtes soumis volontairement via l'article 22 à la réalisation d'une étude d'orientation, vous l'avez déposé à la DAS, je prends le cas d'un promoteur qui achète un terrain. Dans le cas de l'achat de son terrain, il va faire une série de sondages, une étude d'orientation en bonne et due forme. Il est introduit à la DAS lui dit « Ouh là là, c'est fort pollué, on voudrait que vous fassiez une étude de caractérisation ». À ce moment-là, le promoteur a l'occasion de se retirer du process. Il n'est pas obligé de continuer le process, l'étude de caractérisation, s'il estime que ses risques à lui sont trop importants. Par contre, s'il sortir du process, il est fort probable que la DAS se retourne vers le propriétaire du terrain et lui demande à lui de poursuivre naturellement l'étude de caractérisation. Vous pouvez également déroger à une étude d'orientation quand un fait générateur se présente s'il y a déjà une procédure qui est en cours et que vous respectez les délais administratifs. Vous pouvez aussi déroger si la procédure sol est déjà clôturée. Donc, si par exemple, vous avez déjà obtenu un certificat de contrôle du sol ou une déclaration de conformité, ou bien si vous avez des documents de l'ASPA qui prouvent que le site a été réhabilité. Vous pouvez aussi invoquer cette dérogation si l'étude d'orientation ou l'étude de caractérisation a été approuvée il y a moins de 10 ans et qu'il n'y a pas eu d'activité à risque depuis. Par contre, s'il y a eu des activités à risque, une poursuite d'activité à risque, alors les études d'orientation et de caractérisation n'ont été valables que 5 ans.
Et naturellement, tout ça pour autant que les prescriptions des études ont été respectées. Il est clair que si un CCS vous a été octroyé avec des conditions et que ces conditions n'ont pas été respectées, si par exemple des terres ont été apportées, si une dalle de sol a été éliminée alors qu'elle empêchait en contact avec la pollution, si tout ça n'a pas été respecté, eh bien, évidemment, les études de sol ne sont plus valables. Là, ce qui est important aussi de signaler, c'est que vous pouvez obtenir cette dérogation si vous pouvez prouver qu'il y a eu absence d'activité à risque et absence de remblai sur toute la parcelle qui est reprise en couleur pêche. Ça, c'est quand même une différence avec la dispense, parce que tout à l'heure, la dispense, je vous montrais une grande parcelle en catégorie pêche. Il y avait toujours des activités à risque qui étaient menées dessus, à savoir l'exploitation du magasin Auto 5, mais la zone dans laquelle on allait travailler était bien loin, il n'y avait pas eu de remblai, il n'y avait pas de pollution à cet endroit-là, donc on pouvait demander une dispense. Ici, une dérogation, c'est différent, c'est un document qui est demandé à la DAS, et donc la DAS doit statuer sur cette demande de dérogation, mais la DAS n'a pas de délai de rigueur pour statuer sur cette demande de dérogation. Ce n'est pas repris dans le décret sol. Alors, une autre possibilité, c'est de faire une étude d'orientation, mais sans investigation. Donc, je prends ici un exemple d'un terrain dans le Namurois, un terrain, une terre de culture, une zone agricole qui est reprise par le BEP pour en faire un zoning industriel. Le zoning industriel a été divisé en plusieurs parcelles, en plusieurs lots qui vont être vendus à différents futurs exploitants. Mon client veut acheter le terrain en question qui est repris ici dessus et il achète son terrain, il lance sa demande de permis et là on lui dit « ouais, mais attention, vous devez faire une étude d'orientation parce que vous êtes en catégorie pêche ». Et là, on se demande pourquoi. Eh bien, simplement parce qu'il y a eu octroi d'un permis, il y a une information. Et l'octroi du permis, c'était quoi? Ben, c'était un octroi pour pouvoir en faire un zoning industriel. Et donc, il doit faire une étude d'orientation qui n'a aucun sens à partir du moment où il n'y a jamais eu d'activité à risque. Ça peut être toujours une zone agricole. Eh bien, voilà comment on a procédé. Là, le terrain en liseré orange. On est allé, oui, ça apparaît mal. Oui, ça apparaît mal. On est allé, vous voyez ici une photo aérienne, hein, on voit la zone agricole, le liseré orange. Voilà, là, une photo qui était, vous voyez un morceau de la photo, on voit que c'est un champ, c'est de l'herbe partout. Et dans la dernière photo, que vous ne voyez pas, on a donné un coup de bêche pour montrer qu'il n'y avait pas de remblai. L'avantage qu'il y a eu à faire ça, c'est que c'était une étude d'orientation sans forage, donc ça n'a pas coûté bien cher, ça n'a été qu'une étude, papier. Mais quand on dépose une étude d'orientation sans forage, là, la DAS doit répondre en déant les 30 jours. Donc là, vous êtes sûr d'avoir un délai de rigueur et une réponse officielle. Et grâce à ça, on a pu faire avancer rapidement le permis. On a joint cette étude d'orientation et sa déclaration de conformité à la demande de permis. Sachez aussi que si vous faites une étude d'orientation à un moment donné et que cette étude d'orientation démontre la présence d'une pollution, vous êtes tenu de vous dénoncer à la DAS au travers de l'article 6. Et si l'article 6 précise également que si la pollution a été rencontrée dans le cadre d'une étude qui servait à collecter des informations sur la qualité du sol dans un but scientifique, a priori, il n'y a pas de suite à donner à ces résultats. Il n'y a pas de suite à donner à cette pollution identifiée. Idem s'il s'agit d'analyser la fertilité des sols. Et idem aussi, et ça c'est un petit peu bizarre, si cette analyse est réalisée dans le cadre d'une étude sur la gestion différenciée des terres, à savoir si vous allez excaver des terres, vous ne savez pas quoi faire avec ces terres, et donc vous devez analyser ces terres pour leur donner une nouvelle destination. Soit vous les réutilisez directement, soit elles doivent partir dans un centre de traitement, mais il y a une analyse qui doit être faite. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais c'est étonnant parce que
ces analyses qui sont faites dans le cadre du déplacement de terre doivent transiter par un organisme qui s'appelle Walter. Et c'est Walter qui a dans ses attributions également d'encoder des informations dans la banque de données de l'état des sols. Donc, c'est un peu particulier. Je ne sais pas encore très bien comment ça va se passer d'ailleurs dans le futur, puisque l'application Walter n'est applicable que depuis le 1er mai 2020. Alors, l'étude d'orientation, elle a quel but? Eh bien, elle a comme but de déterminer s'il y a une pollution ou pas pollution. L'étude d'orientation, elle se fait essentiellement en 2 phases. La première phase, c'est l'étude préliminaire. Il faut savoir qu'elle est particulièrement importante. L'historique est important parce qu'il va nous permettre de déterminer une stratégie d'investigation. Les différents permis qui ont été octroyés pour des activités à risque ou des commodos, incommodos et ainsi de suite doivent être analysés pour justement refaire un historique du terrain et définir où aller placer les forages. Important aussi, l'étude d'orientation que vous allez transmettre concomitamment à la demande de permis doit porter sur le même contour que le contour de l'amende de permis. C'est très important. J'ai un client qui a racheté au dernier moment 10 mètres carrés en se disant oh, avec ces 10 mètres carrés, je remplis j'ai un meilleur contour pour ma demande de permis d'urbanisme. Il se fait que ces 10 mètres carrés, on ne les avait pas analysés, on ne les avait pas intégrés dans notre étude d'orientation et on a perdu 3 mois pour aller refaire des forages, modifier les plans, modifier les études et réintroduire une nouvelle étude d'orientation à côté de celle qui avait déjà été établie. Voilà. Au terme donc de cette étude préliminaire, on va réaliser des investigations de terrain, interpréter les résultats, tirer une conclusion. S'il y a absence de pollution, le certificat de contrôle du sol sera octroyé, sera joint à la demande de permis avec un extrait conforme de la BDES, de sorte à pouvoir lancer la procédure de demande de permis. Par contre, s'il y a une pollution, la demande de permis ne pourra pas être introduite sans avoir pu démontrer que la pollution est compatible avec le futur permis, avec l'usage qui sera fait du terrain dans le futur. Donc, il va falloir évaluer les risques et faire en sorte que le projet n'empêche pas le traitement éventuel de la pollution si celui-ci doit être véritablement réalisé. Donc, je considère qu'il y a une pollution et donc je passe à une étude de caractérisation. Ah oui, ça ici, c'était un slide pour vous montrer comment faire des forages, où faire des forages dans le cadre d'une étude d'orientation. Ici, c'est un slide qui vous montre comment on effectue des prélèvements. Donc, si vous voyez des gens, des bureaux d'études qui travaillent avec une tarière hélicoïdale comme celle qu'on voit sur le côté gauche de l'écran, dites-vous que le prélèvement des échantillons fait de cette manière-là n'est pas autorisé. On doit prélever des échantillons en principe non remaniés avec une machine ou des systèmes manuels, mais qui permettent de prendre des échantillons non remaniés et qui évitent les contaminations croisées. Voilà, je reviens à l'étude de caractérisation. Elle a pour but de permettre l'identification naturellement de l'âge de la pollution. Est-ce que cette pollution a été générée avant ou après le 30 avril 2007? C'est très important parce que ça va définir la nature de la pollution. Est-ce qu'elle est historique si elle date d'avant le 30 avril 2007 ou est-ce qu'elle est récente si elle date d'après? Et les obligations qui vont être liées au traitement de la pollution vont être aussi définies par la nature de cette pollution. Si elle est historique, eh bien, vous devrez certainement gérer le risque s'il y a un risque. Par contre, si elle est récente, l'administration vous imposera de réaliser un assainissement et de ramener les concentrations identifiées dans le sol à des valeurs inférieures à 80% de la valeur seuil. Valeur seuil qui elle-même dépend de l'affectation du site, sachant qu'une zone industrielle est moins sensible qu'une zone agricole ou une zone d'habitat. L'étude de caractérisation cherche aussi à déterminer l'extension de la pollution, la présence de pollution dans le sol uniquement ou dans l'eau souterraine uniquement ou dans le sol et dans l'eau souterraine. Quels sont les volumes qui sont impactés, les surfaces, les profondeurs, est-ce que cette pollution migre ou pas chez les voisins? Ça, c'est important parce que ça va déterminer
s'il y a effectivement un risque qui est lié à cette pollution. Un risque humain sur le terrain, un risque humain chez le voisin, un risque de dispersion via les eaux souterraines ou un risque écologique. Et ça, on va devoir les analyser aussi bien dans le cadre d'une affectation standard au plan de secteur. Je parlais tout à l'heure des types naturels, agricoles, habitation, commerce, industrie, dans l'affectation actuelle du terrain ou dans l'affectation projetée. Si maintenant on a une pollution en surface avec des métaux lourds typiquement, qui aujourd'hui est une zone non recouverte et que plus tard on va installer une dalle de béton pour faire un parking par exemple, vous allez dire oui mais plus tard il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de contact avec cette pollution. Attention parce que le fait de poser une dalle de sol sur une pollution qui générait un risque est un acte d'assainissement. C'est une méthode d'assainissement. Le confinement est considéré comme tel. Et donc, même si vos travaux, tels que vous les avez prévus au travers de votre permis d'urbanisme, consistent à confiner la pollution, eh bien, ça va être retenu comme étant une technique d'assainissement et donc un plan d'assainissement va devoir être réalisé. Si au terme de l'étude de risque, on considère qu'il n'y a absence de risque, le CCS, le certificat de contrôle du sol, vous sera délivré directement, peut-être avec des restrictions d'usage, comme par exemple éviter de creuser dans le sol et de ramener les terres en surface, ou bien conserver une dalle de sol là où se trouve la pollution pour éviter le contact avec la pollution, éviter de pomper de l'eau de la nappe phréatique pour arroser votre potager et ce genre de choses. Si un risque est identifié, alors naturellement, un plan d'assainissement sera établi. Et conformément à l'article 68, ce plan d'assainissement sera établi et transmis à l'administration en reprenant l'affectation future et en montrant que les techniques constructives et les techniques d'assainissement tiennent compte de cette affectation future. Pour ça, au niveau procédural, il faut déposer le plan d'assainissement une fois qu'il est rédigé à la DAS. La DAS établit un certificat de pré-recevabilité. Simplement, la DAS va constater que le plan d'assainissement est complet et recevable, qu'il ne manque pas d'annexe. Ça ne veut pas dire que la DAS va déjà analyser ou lire le plan d'assainissement en détail. Non, on va simplement statuer sur la complétude du plan d'assainissement. Et avec ce plan d'assainissement et cet avis de pré-recevabilité qui vous est rendu par la DAS au bout d'un mois, vous allez seulement à ce moment-là déposer votre demande de permis d'urbanisme. Attention toutefois, c'est que si des actes et travaux d'assainissement sont nécessaires, c'est une rubrique liée au permis d'environnement et donc au final vous avez des travaux liés à un permis d'environnement, des travaux liés à un permis d'urbanisme et donc votre demande de permis d'urbanisme va se muer en une demande de permis unique. Voilà la caractérisation. Ça, je suis passé dessus. Intéressant à savoir, la dérogation à l'étude de caractérisation. Vous n'êtes pas obligé de réaliser une étude de caractérisation au terme d'une étude d'orientation si la pollution identifiée provient de l'extérieur du site et qu'elle a migré chez vous. Mais attention, parce que l'administration vous demandera quand même, dans le cadre de votre projet, de tenir compte de cette pollution pour être sûr que les futurs usagers du terrain ne soient pas mis en danger, ne respirent pas des vapeurs polluées, par exemple, n'entrent pas en contact direct avec des pollutions. Donc, malgré tout, même si la pollution se trouve chez votre voisin, qu'elle vient chez vous, vous devrez d'une certaine manière en tenir compte dans l'aménagement futur de votre projet. Une autre chose aussi importante, si vous pouvez prouver que vous n'étiez pas au courant de la pollution lors de l'achat du terrain avant le 30 avril 2007, et donc vous êtes un possesseur innocent, et que cette pollution ne constitue pas une menace grave sur votre terrain, là aussi, vous pouvez demander à déroger à l'étude de caractérisation.
Voilà, l'étude de caractérisation est terminée. J'ai fait des forages complémentaires autour de la zone polluée qui était située au niveau de mes deux réservoirs. Et là, j'ai enfin pu déterminer le volume de la pollution et la profondeur. Donc, j'ai atteint l'objectif, ou du moins un des objectifs de l'étude de caractérisation. Attention, même si, a priori, la pollution ne se disperse pas, vous pourriez être tenu de réaliser malgré tout un assainissement si les critères qui sont repris ici sur le slide sont rencontrés, un ou plusieurs des critères. Donc, si par exemple, à côté d'une citerne à mazout, vous avez du mazout qui surnage sur l'eau souterraine, c'est une présence de produits purs et donc là, l'assainissement est rendu obligatoire. Si vous avez des concentrations supérieures à 20 000 mg par kilo de matière sèche dans le sol en huile minérale, donc typiquement du mazout, de l'essence, enfin plutôt même du mazout, eh bien là aussi, vous serez tenu de réaliser un assainissement obligatoirement. Même si l'eau souterraine n'est pas impactée, même s'il y a une dalle de béton qui est par-dessus et qui empêche le contact avec la pollution. Si vous avez des hydrocarbures volatiles en concentration qui dépasse les 1000 mg par kilo, là aussi, c'est un critère additionnel. Idem pour les HAP dans le sol, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Si la concentration dépasse 20 000 mg, vous êtes tenu d'assainir. Et certainement, si les pollutions sortent de votre site. Si les pollutions vont chez un voisin et que la source se trouve chez vous, vous êtes tenu d'assainir. Voilà, quand on est en dehors du cadre d'un permis d'urbanisme, d'une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement, vous pourriez éventuellement postposer le dépôt du PA de 10 ans. Si, naturellement, vous pouvez montrer qu'il n'y a pas de menace grave sur base de l'usage effectif du terrain, si des mesures de suivi sont mises en place et si vous ne réalisez aucun acte et travaux qui entraveraient le traitement ultérieur de la pollution identifiée. Mais là, l'administration pourrait vous demander de constituer une garantie financière qui est destinée à couvrir ces travaux. Savoir que les délais courent sur une période de 150 jours quand vous déposez une demande de permis d'assainissement, enfin une demande de plan d'assainissement, pardon, en dehors d'une demande de permis unique ou de permis d'environnement. Didier, juste pour te tenir au courant, donc il est 18h45, je ne sais pas. Oui, vous de la j'y suis presque. Ah, ben pardon, voilà, je te laisse terminer alors. Voilà. Ce qui est expliqué en dessous, je l'ai déjà dit. Sachez juste une chose, c'est que les études d'orientation caractérisation sont d'office approuvées en absence de réponse de la DAS, mais un plan d'assainissement est refusé s'il n'y a pas de réponse de la DAS. Et il y a une petite compensation de 2 500 € qui vous est octroyée dans ce cas-là. Dans le cas de la demande de permis, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de l'article 68. Voilà ici un tableau qui reprend les durées de réalisation des études en pratique. Vous voyez, pour une étude d'orientation, 2 à 4 mois, une étude de caractérisation, 2 à 12 mois, et ainsi de suite, et les durées d'instruction à la DAS. Je pense que c'est une donnée intéressante. Sachez aussi qu'il y a chaque fois des frais de dossier qui doivent être payés pour que les études soient instruites correctement. Je ne m'appesantis pas là-dessus. J'ai fait un petit schéma récapitulatif. Là, un autre petit schéma récapitulatif, ça se lit tout seul. Quand il y a un dépassement de la valeur seuil, on considère qu'il y a une pollution. Quand la pollution est historique, on doit gérer les risques. Ça, c'est l'objectif d'assainissement. Quand la pollution est nouvelle ou la pollution est récente, alors on a comme objectif d'atteindre 80% de la valeur seuil, sauf si les coûts sont trop importants, alors on peut invoquer le principe des meilleures techniques disponibles, MTD, et éventuellement proposer des mesures de sécurité. Je voulais encore juste vous parler 2-3 minutes de l'arrêté du 5 juillet 2018 pour tout ce qui est lié au mouvement de terre. Sachez que dans cet arrêté,
il y a de nouvelles rubriques qui ont été éditées, les rubriques 90-28, qui indiquent ici dans le tableau, hein, vous voyez dans le tableau la deuxième ligne, 90-28-01-02, vous devez obtenir un permis de classe 3 lorsque le volume de remblayage que vous allez faire sur un terrain est supérieur à 1000 m3 et inférieur à 10 000 m3. Et là, on va vous demander également de faire des études de sol pour prouver que les terres que vous apportez sont compatibles avec l'usage du terrain sur lequel vous allez développer votre activité. Il y a un permis classe 2 à demander si le volume total de remblai à effectuer dépasse 10 000 m3 et reste inférieur à 500 000 m3, et un permis de classe 1 avec étude d'incidence si le remblai dépasse 500 000 m3 ou si vous devez remblayer sous le niveau de la nappe phréatique. Alors là aussi, important, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des études qui sont à faire dans le cadre de déblais de terre. Donc, si vous avez des excavations à faire sur un terrain qui se trouve en catégorie pêche ou en catégorie lavande, alors il y a une série de sondages qui sont à réaliser en dehors de la procédure du décret sol, mais bien dans le cadre de l'application de l'arrêté du gouvernement du 5 juillet 2018. Sachez toutefois que si vous déplacez des terres au sein même de votre parcelle, vous n'êtes pas forcément tenu de faire ces analyses, pour autant que le terrain ne soit pas suspect et que le terrain ne soit pas pollué, et pour autant qu'il n'y ait jamais eu d'activité à risque exploitée sur ce terrain et qu'il n'y a pas d'amiante non plus. Voilà. Donc ici, on a un petit schéma qui vaut la peine d'être discuté 5 minutes. Voilà une zone à excaver à gauche. Il y a 4 cas de figure. Donc, soit vous réutilisez les terres sur site, il n'y a pas d'obligation de faire des analyses. Si vous réutilisez, si vous excavez moins de 10 mètres cubes d'un terrain, vous n'êtes pas soumis à faire des analyses préalablement au déblai de terre. Si vous déblayez moins de 400 mètres cubes d'un terrain qui n'est pas considéré comme un terrain suspect, ou si vous déblayez des terres de voirie, il n'y a pas forcément de contrôle qualité, donc il n'y a pas forcément d'analyse à proprement parler à réaliser, mais par contre, il y a bien une notification de mouvement de terre à effectuer pour pouvoir réutiliser ces terres sur un terrain récepteur, tel que repris ici, pour remblayer éventuellement une zone. Chose importante aussi, vous ne pouvez éliminer des terres d'un terrain A vers un terrain B que si vous allez vers un usage moins contraignant ou similaire à l'usage d'où vous venez. Ça, c'est important. Et une chose importante également, si vous terrassez plus de 400 mètres cubes sur un terrain non suspect ou moins de 400 mètres cubes sur un terrain suspect, alors là, à ce moment-là, vous êtes tenu de faire des analyses, des forages et un contrôle qualité et traçabilité avant d'évacuer vos terres et avant de pouvoir les réutiliser pour remblayer un site. Tout ça, toutes ces informations passent par la SBL Walter qui, à chaque étape, émet des documents dont vous avez besoin pour être, je dirais, dans les clous. Voilà, j'en arrête. Voilà un autre petit schéma qui reprend les différents mouvements de terre, les différents certificats et rapports à effectuer pour pouvoir éliminer des terres. Voilà, merci beaucoup. J'en ai fini avec la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci Didier. Très clair en tout cas. Est-ce que l'on a des questions dans le public ? Ah tiens, je vais me lancer. Tu sais qu'on a eu un dossier ensemble où oui. On a fait donc une étude d'orientation, demande de permis d'environnement. C'était une société qui était en zone pêche. Et là, on reçoit un courrier pour nous demander si on reste toujours bien en zone pêche ou si on veut introduire une dérogation pour sortir de cet état de zone pêche. L'étude d'orientation a démontré qu'il n'y avait aucune pollution sur le terrain.
Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'à partir du moment où il y a quand même des activités qui restent à risque pour le sol, l'entreprise ne pourra pas sortir de cette zone pêche? Non, c'est exact, elle ne pourra pas en sortir parce que voilà, les rubriques sont telles que il y a toujours un risque de pollution sur ce site. Et donc, Voilà. ce serait anormal de sortir ce terrain parce qu'il pourrait y avoir dans le futur des pollutions qui soient générées. Et donc, en cas de demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement, il faudrait malgré tout contrôler qu'entre-temps, il n'y a pas eu de pollution générée sur ce terrain. C'est ça, c'est ça. OK, merci. Moi, j'ai une question, Didier, Christophe Nillon. Oui, Christophe. Qu'est-ce que tu penserais d'avoir une déclinaison de la couleur pêche au niveau du fait d'être pollué ou pas? Je m'explique. Tu expliques ce qui est clair, c'est qu'il y a 2% du territoire qui est en BDES pêche, okay, ou mauve éventuellement. Dans la pratique, c'est à peu près 3/4, 2/3, 3/4 des zonings industriels qui sont pêche. Et j'ai bien vu ton exemple du coup de la bêche. Et à mon avis, c'est un exemple qu'on connaît en commun, ou par erreur, clairement, ou par non-adéquation par rapport au cadastre, toute la zone a été mise en pêche. Ce qui pose évidemment un gros problème, et ça tu l'as brillamment expliqué, mais est-ce qu'il ne serait pas opportun d'envisager au niveau du décret sol des hachures, des couleurs un peu plus subtiles que juste t'es pêche ou t'es pas pêche, c'est-à-dire que tu es pollué par défaut, sauf évidemment contre-indication que tu dois prouver. Donc l'entrepreneur qui est considéré comme coupable par défaut, alors qu'il a globalement respecté, ou même rien à voir là-dedans, respecter toutes les règles, il a simplement demandé un permis d'environnement. Moi, j'aimerais bien que, en pratique, on ait un outil qui donne non seulement une information sur l'information, mais qui donne l'état de pollution quand il y a eu étude ou quand il y a eu assainissement. Un petit peu quelque chose de similaire à ce qui existe en région bruxelloise, où là, la reprise dans une catégorie 1, 2, 3 ou 4 te dit où tu en es dans la procédure et te donne une information sur l'état de pollution d'un site. D'accord. Oui, qu'on donne un orange clair ou un orange foncé, bon, voilà, on peut le voir de cette manière-là, mais ce serait intéressant d'avoir une information à proprement parler sur le résultat. Mais es-tu d'accord que l'inscription à la BDS, donc le fait d'être encodé comme pêche, est simplement un résultat d'un inventaire des permis permis environnementaux qui ont été octroyés. Et donc, il y a une corrélation entre deux législations, qui est une, la base le décret sol, et l'autre, le permis d'environnement. Et que cette corrélation n'est pas nécessairement directement liée. Donc, en fait, la BDES devient un inventaire des décrets, des permis d'environnement, et non pas uniquement. Pas uniquement des permis d'environnement. Oui, ou en tout cas de permis octroyés. Voilà, des permis octroyés sans… Mais depuis 2001, parce que oui. Il n'y a pas eu de retour avant 2001. Tout à fait, tout à fait. Et donc, sans pouvoir… Donc, simplement, on a demandé un permis d'environnement, et donc, on devient pêche. On peut évidemment s'en retirer, tu l'as bien fait, mais par défaut, on est pêche, dès qu'on a un permis d'environnement. Exact. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage? dommage? Effectivement, peut-être y avoir Oui, je comprends. Donc, en fonction des rubriques, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, en fonction des rubriques, il pourrait y avoir… Mais d'ailleurs, au niveau de la DPA, ils ont fait une distinction maintenant aussi. Ils ont des rubriques avec un petit A, un petit B, un petit C, selon que l'activité est menée dans une zone d'habitat ou plutôt dans une zone industrielle, avec donc une dangerosité différente. Donc, il est possible qu'il y ait dans les cartons de l'administration une orientation une orientation vers ce genre de classification peut-être un peu différente au niveau du pêche foncé ou du pêche un peu plus clair. Oui, ou d'une hachure ou des poitiers ou n'importe quoi, un peu comme on fait pour les plans de secteur. Hein. Plan de secteur, il y a cette subtilité-là. Oui, absolument. Moi, je serais effectivement très favorable aussi à ce genre d'amélioration. Alors, je t'enverrai un mail.
Ah ben super. Avec plaisir, Christophe. D'autres questions? Remarques? Interrogations? Très intéressant. Je vous remercie. Voilà. J'ai été un peu vite, j'espère que ça a quand même été suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à me rappeler. Parce que parfois, on a des questions un peu spécifiques. Dans le cas d'une location, si par exemple on loue sur un zoning une station-service et qu'on apprend que cette station-service était polluée avant la location, ça marche comment dans le cas? Parce qu'on est quand même l'exploitant. Et à mon avis, ça Est-ce serait... que vous avez un état zéro justement de la pollution? Est-ce que vous pouvez prouver qu'à tel endroit, il y avait une pollution et que c'était tel degré de concentration? Oui, et que c'était une certaine date avant qu'on arrive. Voilà, donc ça, c'est déjà très, très bien d'avoir cette information-là, parce que maintenant, ce que vous pourriez faire, c'est refaire un prélèvement à côté du prélèvement qui a été fait à l'époque, comparer les deux valeurs et essayer de montrer qu'il n'y a pas eu d'augmentation des concentrations au même endroit, à la même profondeur, et que donc vous n'avez, vous, dans le cas de votre exploitation, pas généré de pollution complémentaire. OK. Et donc là, vous êtes en dehors donc, de toute obligation par rapport à ça. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est le propriétaire qui devra faire les travaux. Alors, oui, mais par contre, l'étude d'orientation, si vous mettez fin à votre permis, c'est pour vous puisque vous êtes l'exploitant. Oui, OK, ça va. Merci. Je vous en prie. Allô? Oui. Oui. Moi, j'avais plutôt plus une question sur la première partie par rapport aux nouvelles rubriques. Oui. 6312, on est en pleinement concerné. La difficulté qu'on a, c'est en effet de pouvoir faire correspondre un petit peu le CLP, l'ADR, les rubriques, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque part une base de données qui nous permettrait, sur base des fiches techniques et de sécurité, qui nous permettrait de savoir exactement où on se situe entre les mix, enfin, voilà, on est un peu, on est un peu perdu. J'ai tenté une petite réponse dans mon mail. Moi, je ne suis pas expert ADR, hein, là, je l'avoue. Je travaille avec des gens, par contre, ils le sont, mais malheureusement, ils ne sont pas là maintenant. Donc, je pourrais quand même leur transmettre la question et vous revenir plus précisément. Mais je me dis qu'un produit stocké, qu'il soit ADR ou pas, doit quand même avoir sa fiche de données de sécurité. Quoi qu'il en soit. Il a sa fiche CLP, mais après, comment on sait faire les liens entre l'ADR, le CLP et la rubrique 6312? Ce sera du classification CLP vers la rubrique. Donc, les rubriques sont catégorisées sur base du CLP. Le CLP, donc les phrases de risque se trouvant dans les fiches de données de sécurité, vous avez un lien direct entre la fiche de données de sécurité et les rubriques du permis d'environnement. D'accord. Okay. Je confirme, hein, parce que je travaille aussi bien avec l'ADR qu'avec donc les dépôts, et je confirme qu'il faut vraiment passer par la fiche de données sécurité pour avoir toutes les réponses. Avec l'ADR, on va nulle part. Non, c'est un travail conséquent. Voilà, c'est impossible. Il faut vraiment la données sécurité. C'est ça. Comme je le disais, c'est vraiment la réglementation CLP qui a été prise comme base pour recatégoriser les rubriques en matière de produits. Donc, c'est vraiment de ça que vous devez partir. Et là, ça n'a rien à voir, en fait. Voilà. Il ne faut vraiment pas se laisser polluer par les informations ADR. Elles ne nous permettent pas d'avancer. D'accord. Merci beaucoup pour le tuyau. Voilà. On est là pour ça. Parce que c'est ce qu'on fait, en fait. On essaie de nous embrouiller entre l'ADR, le CLP et les rubriques. Et justement, on est sur les rubriques qui ont fortement changé. Voilà. On est ici sur de la logistique et donc, du coup, on ne sait pas très bien entre les batteries au lithium et autres produits, on ne sait plus très bien comment on s'appelle. Oui. Donc là, les relevés de terrain sont vraiment fondamentaux maintenant. Dans la plupart des dossiers qu'on étudie, il n'y a rien à faire. Il
faut aller refaire un inventaire plus ou moins précis avec toutes les difficultés que ça représente. Hein. Entre le moment où vous commencez votre inventaire et le moment où vous finissez, les choses ont déjà peut-être évolué. Oui. Entre le moment où vous allez rentrer le dossier et le moment où il sera traité par l'agent traitant, il va se passer 140 ou 170 jours et les choses auront de nouveau changé. Maintenant, voilà, c'est ça qu'il faut quand même essayer d'être un peu cohérent avec ce qui est stocké de manière permanente et les petites choses, voilà, les bidons de 2 litres, enfin les bouteilles de 1 litre ou 2. Est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre ça en compte s'il y en a quelques-unes par rapport à des fûts, par rapport à des stocks beaucoup plus importants? D'accord. Voilà, c'est toute une difficulté. On leur revient au niveau des agents traitants pour leur faire comprendre que ce n'est pas évident au niveau du terrain de C'est ça. des choses exhaustives. Je pense qu'ils le comprennent aussi. Maintenant, ce qu'ils cherchent toujours à avoir, c'est quand même les fiches de données de sécurité. Et là, de nouveau, pour les avoir, les bonnes versions, etc., c'est pas mal. Hein. Et oui, c'est ça, voilà. On commence un petit peu à gratter sa tête, comme on dit. Oui, tout à fait. Ben, merci. Voilà, Pardon? il faut faire travailler le conseiller en prévention avec. Oui, mais voilà, en fait, Non, la problématique, c'est que ça tombe tout d'un coup. On a un client qui est susceptible de vouloir faire de l'entreposage et il faut savoir comment les limites où on cadre. On a déjà un permis environnement classe 2, mais qui est limité à certaines rubriques. Donc, il faut étendre le permis. Et au niveau stratégie, ce n'est pas facile à déterminer. Est-ce qu'on se dit, OK, on va jusqu'à autant de… On reste dans la classe 2, mais ça veut dire qu'on va jusqu'à autant de litres, mètres cubes de produits stockés, et puis on ne dépassera pas cette limite-là, ou est-ce qu'on va plutôt sur un stock existant ou envisageable ou envisagé? C'est un peu la boule c'est un peu la boule, voilà. Mais en tout cas, merci pour votre réponse, c'est bien gentil. Merci, avec plaisir. Merci. Je n'ai pas une question, c'est Patrick Fagneret ici. J'ai un petit commentaire qui pourrait peut-être vous aider. Donc, nous, dans notre permis, on a évidemment les différentes rubriques qui étaient selon l'ancienne classification avant CLP. Et on avait fait un tableau de correspondance avec un tableau du SPF emploi qu'on avait trouvé donc, sur leur site. Et finalement, on a envoyé ce tableau-là aux fonctionnaires là, de la direction des risques industriels. Oui. Et je dirais, bien gentiment, il nous a fait toute la correspondance. Waouh! Une rubrique avec les nouvelles et il nous a renvoyé le tableau complété. Franchement, il nous a bien aidé. Et il nous a également donné les nouvelles rubriques qui étaient concernées. Donc maintenant, il nous a vérifié, à mettre tout ça dans le registre, éventuellement si on n'a pas changé de classe, et à vérifier ça avec le fonctionnaire de la direction des permis. C'est ça. C'est ça. Ben, Patrick, tu as eu une sacrée chance. Voilà, ben, écoute, tu en as bien profité, tant mieux. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas ce qu'ils le font tout le temps, mais en tout cas, il nous a bien aidé sur le coup là. Oui. Ah ben, écoute, tant mieux, Patrick. Super. Ouais. OK. Est-ce que quelqu'un a une dernière question éventuellement? Écoutez, si pas, je reprends la main sur la présentation. Voilà, simplement pour reprendre ici les 2 dernières dates. Ici en 2020, à savoir les étapes clés d'une transmission d'entreprise qui se déroulera même endroit, même heure, le 10 novembre, et alors le 24 novembre sur la veille légale 2.0. Donc, c'est vraiment on va faire le détail sur l'outil, la plateforme de digitalisation qui permet de vraiment faciliter les choses en termes de suivi, d'audit et de reporting, mais aussi de plan d'action multi-utilisateurs, multi-sites aussi de cette plateforme. Donc, 1 heure passée ensemble pour faire le tour de cet outil. Voilà.